Bienvenue sur ce webinaire et merci à vous tous de votre participation. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la logique de Mobiwal d'informer nos affiliés sur le champ des possibles par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment dans une logique de répondre à une question qui nous a souvent été posée par de nombreuses personnes et affiliés d'entre vous, qui est celle de savoir quoi faire de l'IA, comment l'implémenter à l'échelle du secteur de la construction et de notre secteur. Pour y répondre, il y aura une présentation par un expert de Sagacify, un partenaire de Mobiwal, un expert, donc Arnaud de Decker, qui va nous présenter l'IA, ses possibilités et ses limites. Donc, vous dire que cette présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat. On y répondra à la fin. Et vous dire aussi que ce webinaire est enregistré et qui sera rediffusé via l'actu de la voirie. À toi de jouer, Arnaud. Oui, bonjour à tous. Merci Yacine pour la présentation et l'introduction. Voilà, donc comme Yacine l'a dit, l'objet du webinaire ici, c'est d'un peu parler donc, de l'IA et de certaines, évidemment, uniquement en 20 minutes, de ses utilisations potentielles dans le secteur de la construction. Alors, je vais commencer par donner un rapide mot sur nous, comme ça vous savez un peu qui vous parle. Donc Sagacify, on est une équipe d'experts en développement de solutions IA sur mesure. C'est-à-dire que notre métier, c'est vraiment à la fois accompagner des entreprises dans l'identification d'opportunités IA, dans la création d'une roadmap qui leur permettra d'arriver en fait à un peu déterminer comment et dans quelle priorité intégrer ces différents projets qu'on a identifiés. Et puis le cœur de notre métier, c'est vraiment réaliser ces différentes solutions et de les intégrer dans les processus métiers de nos clients pour vraiment faire de l'automatisation et de l'optimisation des processus métiers. Et donc, dans tout ça, on fait aussi des formations qui permettent aussi aux gens qui vont utiliser l'IA de mieux comprendre avec quoi ils jouent. Voilà, donc ça, c'était les petits mots d'introduction. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais sectionner la présentation de la manière suivante. D'abord, faire un peu des rappels plus généraux sur qu'est-ce qu'on attend de l'IA aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un projet IA, et surtout, comment est-ce qu'on peut essayer d'exploiter ces technologies. Donc, information générale qui va pour tous les secteurs, mais qui, je pense, est pas mal en introduction pour pouvoir parler après ça d'exemples et donner des exemples de projets dans le secteur de la construction. Donc, je vais essayer que la première partie soit encore relativement courte pour qu'on passe plus de temps sur les exemples. Voilà, mais pas de souci pour dans les questions, revenir sur des choses éventuellement si ça va trop vite. Et ensuite, comment passer à l'action? Quels sont les leviers? À quoi devrait ressembler votre projet si vous voulez vous lancer pour minimiser votre risque? Quel levier est-ce qu'on peut actionner, y compris financier, pour essayer de pouvoir s'en tirer pour un premier projet? Voilà. Donc, on avance. Pourquoi intégrer l'IA? Eh bien, en fait, parce que, alors ça, tout le monde l'a entendu, hein, donc je vais dire un certain nombre de généralités dans cette section, mais il y a des choses que j'espère vous apprendrez tout de même. Donc, on a des études aujourd'hui qui montrent, tout le monde dit l'IA, on va tout automatiser, on va remplacer tout le monde, etc. En pratique, c'est beaucoup moins évident que ça aujourd'hui. L'IA peine encore à trouver vraiment parfois, on va dire, à avoir une adoption aussi forte que celle qu'on entend dans les médias ou dans la presse. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment de l'aide, et en particulier pour un certain nombre de tâches qu'on fait, et beaucoup administratives, qu'on fait au quotidien, eh bien, on voit qu'il y a des études qui montrent que, voilà, en moyenne, on fait 12% de tâches en plus par heure quand on utilise de l'IA, et ça monte jusqu'à 35% si on est un employé un peu débutant. Ça veut dire que pour les employés débutants, on fait la même quantité de travail avec 2 personnes qu'avec 3, et donc ça permet d'arriver à battre plus de boulot, se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée, remonter du backlog, etc., etc. Mais en plus, on voit aussi que les tâches qui sont faites sont souvent faites avec plus de qualité. Et ça, c'est quand même important parce qu'on sait que c'est aussi un des problèmes qu'on a quand on a à gérer des gens et des équipes. Parfois, on a des problèmes de qualité à gérer. Et bien, en fait, on a vu que des gens qui font en fait un travail moyen vont avoir tendance à avoir un travail qui est jugé meilleur à la sortie si jamais ils ont été épaulés par de l'IA. Donc ça, c'est déjà des raisons pour l'adopter. Alors, on pourrait se dire, OK, très bien, j'ai compris, mais en plus, il y a des raisons pour lesquelles c'est risqué de ne pas se lancer. Pourquoi? Parce que c'est une étude du MIT que je cite ici qui date de juillet 2025 qui montre que voilà, 90% des employés des études de l'enquête qu'ils ont réalisée utilisent déjà des LLM, donc des grands modèles de langage, de l'IA de type ChatGPT, Copilot, etc.
Donc 90% des employés l'utilisent, mais seulement 40% des compagnies ont acheté une subscription à ces outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les employés l'utilisent parfois avec des comptes privés. Alors évidemment, il y a un risque, où tout le monde pense à ça, fuite de données, et c'est une évidence que c'est un risque. Donc ça, c'est un risque déjà de ne pas cadrer l'utilisation de l'IA en proposant des outils, parce que pour éviter que des outils dont on connaît la sécurité, pour éviter que les employés n'aillent chercher leurs propres outils parce qu'ils ont envie d'utiliser l'IA. Mais en plus, il y a un coût d'opportunité extrêmement important. Imaginez que ça veut dire que 90% des employés qui ont été interviewés par le MIT là ont trouvé des utilisations de l'IA pour améliorer leur métier. Et en fait, si on n'ouvre pas un dialogue entre l'entreprise et les employés qui vont être en train ont cette utilisation, en fait, on va peut-être manquer des bonnes idées de gens qui, au quotidien, font un travail et ont trouvé une manière de l'améliorer, mais ne le partagent pas. Et donc, ça, c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir un dialogue ouvert sur l'utilisation de l'IA, l'encourager, et derrière se dire, voilà, si on a des gens qui ont trouvé une meilleure manière de l'utiliser, parlons-en et essayons de l'intégrer pour ne pas risquer de manquer un avantage. Alors, comment faire un projet IA? C'est très important. Parce que de nouveau, la même étude du MIT montre que 95% des projets IA n'arrivent pas jusqu'au stade de la production, ils s'arrêtent au stade de test. Alors pourquoi et comment est-ce qu'on peut l'éviter? Eh bien, quand on regarde les choses qui sont les barrières que les gens ont relevées, eh bien, c'est que la première barrière, le système IA n'apprend pas de notre retour. Il fait une erreur, on lui dit c'est une erreur, et en fait, après, il la refait. Alors, deuxième cause, on doit à chaque fois donner trop de contexte manuellement à chaque fois. OK, donc ça veut dire qu'en fait, le système n'est pas bien intégré dans toutes les données de l'entreprise, il n'arrive pas à trouver les bonnes informations complètes par lui-même. On ne peut pas le customiser à nos workflows spécifiques. OK, ça veut dire que du coup, ça aussi, c'est parce qu'on devrait probablement utiliser un système IA générique dans un produit qu'on va utiliser. Ils ont déployé l'IA d'une certaine manière, mais l'outil IA n'est pas customisé au processus métier de l'entreprise qui veut l'utiliser. Et alors, ne fonctionne pas dans les cas limites et ne s'adapte pas, on est un peu sur le feedback. On n'apprend pas, quand il y a un cas limite, on devrait avoir une correction et le système devrait apprendre. Et donc, en fait, il faut essayer de trouver des projets qui soient faits sur mesure pour s'intégrer à vos workflows spécifiques, qui sont adaptatifs, qui s'intègrent avec vos bases de données, vos systèmes, vos documents, et surtout, qui intègrent en eux la possibilité d'apprendre sur base d'un feedback utilisateur. C'est quelque chose que la technologie permet aujourd'hui, mais qui n'est pas nécessairement toujours inclus dans les solutions qu'on va avoir. Alors, de nouveau, ça c'est encore de l'information. 3 grands types de projets IA en entreprise. C'est vraiment une classification qui est très personnelle avec mon expérience. Il y a 3 grandes manières pour moi d'utiliser l'IA. Soit de vous donner ChatGPT, Copilot, Claude, que sais-je, à vos employés. Vous donnez ça à tout le monde. Et alors, c'est pas beaucoup de préparation. Il faut un peu former les gens, mais presque pas. Ça va vite. Alors, j'ai mis peu cher, mais il y a certains systèmes qui peuvent coûter très cher si on donne les licences à tout le monde, mais donc c'est possible que ce ne soit pas très cher. Donc, ça va vite au sens où ce n'est pas un projet IT, on peut demain prendre une licence pour tout le monde et commencer, mais on n'a aucun contrôle sur le taux d'automatisation. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça de l'automatisation manuelle. Il faut qu'un employé décide de vouloir utiliser ce modèle de langage pour automatiser une tâche. Et donc, ceux qui n'ont pas envie ne le feront pas. Et ceux qui avaient déjà peut-être un taux de tolérance assez élevé par rapport à du travail de pas beaucoup de qualité, ils ne vont pas non plus peut-être se dire « Ok, ce n'est pas une super réponse, je vais encore redemander à l'IA d'améliorer, etc. » Et donc, finalement, on est toujours tributaire de la qualité des employés et de leur volonté d'utiliser l'outil pour avoir de l'automatisation. Et en plus de ça, donc ça, c'est quand même un gros point négatif. Je pense que c'est super nécessaire et que dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir ça, mais ça ne suffit pas pour se dire qu'on est au top de l'IA. Voilà. Et en plus, ça n'intègre pas les données internes. Donc, dès qu'on veut utiliser des données qui sont de clients, d'un projet, etc., on est un peu bloqué. On peut donner 1 ou 2 documents, mais pas beaucoup plus. L'évolution de ça, c'est le chatbot. Le chatbot, c'est un modèle de langage, un peu comme de nouveau, même interface, on va dire, qu'un ChatGPT, mais à lui, on a donné accès à toutes vos données internes. Il est connecté à vos bases de données, à vos documents, à vos dossiers. Et donc, en fait, ça lui donne une connaissance de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et ça permet de chercher dans tout ça pour arriver à répondre à des questions précises. Et donc, c'est hyper utile dans énormément de secteurs, enfin de BU, de départements d'une entreprise, quel que soit le secteur. Customer support, sales marketing, RH, des choses plus techniques, etc. Donc, c'est pour moi indispensable. Et moi, ma conviction, c'est que dans quelques années, toutes les entreprises auront des systèmes comme ça. Mais on voit aujourd'hui que c'est déjà compliqué à mettre en œuvre.
connecter bêtement un système out of the box à vos données et puis commencer à poser des questions, vous aurez probablement une qualité très variable parce qu'en fait, la méthode d'intégration des données, le connecteur qui doit connecter l'IA aux données, varie en fonction en fait, de ce qu'il y a dans vos documents. Et donc, il faut vraiment, quelque part, étudier ça pour s'assurer que certains types de données sont bien présentés à l'IA. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la complexité. Typiquement, on a, et je vais montrer un exemple tout à l'heure, fait un chatbot comme ça avec Saint-Luc, Bruxelles. Donc, voilà, c'est un hôpital, hein, mais c'est les mêmes problèmes partout. Ils ont essayé de faire ça tout seul en utilisant Copilot. Ils ont juste branché toutes les procédures métiers qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un tombe, etc. Et en fait, ils n'arrivaient pas à avoir une bonne qualité et ils nous ont demandé de l'aide pour pouvoir arriver à intégrer les données d'une certaine manière qui fait que maintenant, ça fonctionne. Mais donc, il y a vraiment une forme encore déjà d'expertise pour faire ça. Et alors ensuite, le troisième point, et c'est là que se trouve la principale valeur, c'est l'automatisation de processus métier spécifiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est de déterminer dans votre métier un processus métier, une action qu'on fait, traiter les emails, répondre aux appels d'offres, etc., que sais-je. Et alors, on va utiliser l'IA pour traiter ça du début à la fin. Et une fois, en fait, l'idée, la stratégie gagnante là-dedans, c'est de se focaliser sur un premier use case, rester dedans jusqu'au moment où on crée de la valeur, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on l'étend à d'autres cas d'usage sur base de ce produit qui est déjà adapté à vos processus métiers, connecté à vos données, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose, une grande partie de la valeur de l'IA se trouve là. Maintenant, c'est un vrai projet IT. Il faut arriver à l'identifier, le planifier, l'analyser et puis l'exécuter pour arriver à ce que ça réussisse. Et c'est pour ça c'est là qu'on a les 95% de ratés, parce qu'il faut avoir des gens qui ont de l'expérience et vraiment bien sciencés pour ça. Et alors, du coup, quels services? Comme on voit ici, presque tous les services sont concernés par ce genre d'outils. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on va voir se généraliser vraiment beaucoup dans le futur. Voilà, donc la moitié du temps est déjà passé, je vais passer aux exemples. Alors, premier exemple au secteur de la construction, j'ai parlé des chatbots, j'ai dit que toutes les entreprises en bénéficieraient, donc j'en parle. Ici, on a un exemple, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un genre de chat GPT, voilà, c'est un peu la même interface. On discute en posant des questions, simplement cet outil connaît toutes les données internes à l'entreprise et peut y répondre. Et donc, on peut imaginer une équipe technique qui doit dire, tiens, voilà, j'ai besoin de telle information sur tel projet. Est-ce que c'était quoi les commandes qu'on a faites? Est-ce que cette commande est partie et quand, etc. En une question, on peut arriver à avoir toutes ces informations, le chercher dans tous les documents. Et par exemple, sur chantier, au lieu de donner un coup de fil au collègue du back-office, on peut aller poser la question, avoir toutes les informations qui arrivent instantanément. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement utiles. Au niveau du service client, on peut répondre à des questions, mais on peut aussi faire de la prise de rendez-vous automatisée. On peut arriver à gérer des plaintes, on peut arriver à répondre à des informations qu'on pourrait avoir sur, tiens, c'est quoi l'état d'avancement de ça? Dernière réunion de chantier, on avait parlé de ça et ça, où en sont les différents avancements des points? On peut imaginer vraiment énormément de choses pour lesquelles l'IA peut proposer, aller chercher dans tous les documents, voir où on en est, et puis proposer une synthèse en citant les sources. Comme ça, en plus, on peut aller s'assurer que c'est correct. Et donc, pour tous les départements, sales marketing, analyse d'offres, vérification de l'incompatibilité d'un dossier, RH, n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas générique, mais je pense quand même intéressant. Deuxième cas, c'est les emails. Tout le monde doit traiter ça. Donc ça aussi, c'est générique, mais c'est extrêmement important. Alors ici, moi, je vais parler d'un outil que nous, on a construit, qui se base sur des agents IA. Alors les agents IA, il y a peut-être beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Présentation très rapide. C'est un modèle de langage, donc un chat GPT, on imagine, à qui on donne deux choses. On lui donne des outils et on lui donne une possibilité de planifier son utilisation des outils pour pouvoir répondre à une mission. Donc, imaginons que je vais créer un agent IA pour prendre des rendez-vous, je vais lui donner accès à mon calendrier, ça c'est l'outil. Et ensuite, quand quelqu'un va lui demander « j'aimerais un rendez-vous avec Arnaud », qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « ah, je dois aller consulter le calendrier ». Hop, il va utiliser l'outil calendrier pour consulter le calendrier, voir quand je suis disponible. Donc ça, c'est la phase de planification. Qu'est-ce que je dois faire? Utiliser le calendrier. Utilisation, il utilise l'accès à mon calendrier pour voir mes événements dans mon calendrier et comprendre où quand je suis dispo. Et ensuite, observation, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a bien marché, j'ai bien réussi à avoir l'événement. Maintenant, je dois faire quoi? Ah, je dois écrire un mail pour dire à la personne quand Arnaud est disponible. Ok, il écrit le mail, et puis donc il tourne comme ça jusqu'au moment où il arrive à faire sa mission. Et donc, cet agent peut arriver aujourd'hui, voilà, imaginons qu'on veut faire la gestion d'email, on va lire l'email, ça c'est facile, les comprendre et comprendre ce qu'on veut. Donc, classifier les motifs de la communication, pourquoi on a envoyé l'email, on va essayer de comprendre les documents, qu'est-ce qu'on a envoyé comme document, valider les pièces qu'on envoie,
Ensuite, suivant un protocole adapté à la demande, c'est-à-dire que si c'est une prise de rendez-vous, ben, c'est l'agent de prise de rendez-vous qui va gérer ça. Si c'est une réclamation, c'est l'agent réclamation. Si c'est une information, c'est l'agent information. Et donc, en fonction des différents types de demandes qu'on a, on va avoir des types de traitements spécifiques qui permettront d'arriver à traiter ça. Et derrière tout ça, il faut toujours pouvoir avoir un humain qui peut intervenir à toutes les étapes pour corriger, avec un système qui apprend, évidemment, au fur et à mesure. Alors, ça ressemble à quoi? Ici, j'ai un exemple pour la gestion d'emails pour des contestations de PV de stationnement. On voit tous les emails qu'on a reçus, on voit que les statuts, c'est en attente, on attend les gens, c'est clôturé, et les niveaux de priorité. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur une de ces emails? Eh ben, on voit tout ce qui s'est passé. Donc, l'IA, qu'est-ce qu'elle a fait? On a reçu un mail initial. Ensuite, on a classifié le mail. C'était quoi? Une contestation parking. Ensuite, il y a eu des pièces jointes. Ben, il y a eu 2 pièces jointes qui ont été identifiées, un document officiel, une preuve de paiement. Ensuite, on a validé les pièces jointes. OK, ben, le document officiel, c'est OK. Par contre, la preuve de paiement est illisible. Alors, du coup, on a créé automatiquement un email en disant merci pour votre retour, mais en fait, la pièce jointe est illisible, veuillez en renvoyer une autre. Hop, on envoie le mail. Le débiteur renvoie du coup une meilleure preuve de paiement. On voit qu'elle est OK. Et là, du coup, on écrit un mail en disant merci d'avoir envoyé ça. Effectivement, c'est une erreur. Et hop, on va annuler ça. Et donc, on peut cliquer à chaque étape et dire OK, là, tu t'es trompé. On peut corriger et on voit le traitement de l'IA. Et cette transparence, c'est extrêmement important pour l'utilisabilité finalement des outils qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est un peu un exemple. Comme ça, vous pouvez vous projeter de ce à quoi ça ressemble. Voilà. Et alors, derrière, sous le capot, en fait, on a la possibilité de faire différents chemins. Comme là, j'ai dit, hein, il y a un premier chemin traité, c'est quoi l'email, de quoi ça parle. Et puis ensuite, c'est une contestation, ça part à droite, enfin en haut. Et si c'est une demande d'information, ça part en bas. Et donc, on peut imaginer différents chemins qui permettent d'arriver à traiter automatiquement ça. Et aujourd'hui, on est sur des choses qui arrivent à traiter, en termes de temps gagné, on est entre 70 à 60-70%, 80% du temps gagné sur le traitement d'un volume d'email, par exemple. Ça donne un peu une idée en termes de temps. Voilà. Et donc, évidemment, là, c'est un exemple de processus métier spécifique qu'on peut automatiser en visant, du coup, ce qu'on vise, c'est une réduction de la charge de travail, comme j'ai dit, amélioration des délais de réponse. Du coup, les gens de l'autre côté sont plus satisfaits. Et alors, derrière, on a un gain de cohérence et de qualité dans les réponses parce que c'est plus du tout dépendant des gens. On sait que voilà, c'est un système unifié derrière qui fait tout ça et qui est monitoré par les humains et qui apprend au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, plus spécifique à la construction, typiquement sur les démarches administratives qu'on a, on sait qu'on a sur des gros chantiers des problèmes de gestion de l'embauche et donc, on a des ouvriers qui vont arriver sur les chantiers le matin. Il faut contrôler permis de séjour, permis d'accès à la profession, peut-être qui a les permis pour quel type d'engin. Il y a tout un tas de paperasse administrative qui doit être gérée par les gens au début des chantiers. Aujourd'hui, on peut avoir des processus un peu dans le même genre que ce qu'on a vu pour l'email, où on prend une photo de certains documents. Automatiquement, on va déterminer c'est quoi ce document, extraire les informations spécifiques qui permettent d'arriver à identifier la personne. Ah, c'est un permis de conduire, c'est pour quel engin, etc., etc. On remplit tout ça dans une base de données et puis ensuite, on peut accorder les bons permis, on peut recréer les bons documents, etc., de manière automatisée et ça permet de fortement accélérer le traitement de tout ce genre de processus. Même chose, du coup, pour un remplissage éventuellement de contrats, de documents légaux, voilà, vérification de permis. Et donc, on peut même derrière avoir des processus d'assignation, optimisation d'assignation des tâches en cas, justement, en fonction des permis et des besoins. Voilà, ça c'est quelques exemples. Autre exemple, c'est typiquement sur les marchés publics auxquels pas mal d'entreprises de construction doivent répondre. Eh bien, on peut imaginer des outils de veille, et c'est des choses qu'on réalise déjà, de veille et d'identification des appels d'offres. Donc, on peut avoir une IA qui va aller regarder en temps réel les nouveaux marchés publics qui sortent. En fonction de certains critères spécifiques, elle peut arriver à pré-screener, pré-qualifier les appels d'offres en disant, voilà, celui-ci, ça vaut la peine de le lire, celui-là, non, en fait, hop, ça sert à rien, avec des alertes automatiquement envoyées aux équipes. Donc, il y a déjà des systèmes d'alerte pour ça avec des mots-clés, mais là, l'idée, c'est d'avoir un vrai système intelligent qui va arriver à pouvoir dire, ça vaut la peine de répondre ou pas, comme on le ferait un humain quand il va quand même faire déjà ce pré-screening en lisant le document pour se demander si ça vaut la peine de répondre ou pas. Et alors, derrière, une fois qu'on a fait ça, mais on peut aussi extraire les exigences du cahier des charges et derrière, commencer à rédiger les réponses. Même sur des cas
très compliqué, hein, où parfois il faut aller chercher dans plusieurs documents, certaines références et tout. Donc, on peut avoir une première version d'un document de candidature qui sera généré et avec laquelle on peut éventuellement aussi itérer de manière automatique pour pouvoir créer au fur et à mesure un document qui est à un très haut taux de pourcentage déjà fait. Avec derrière aussi potentiellement une vérification de la cohérence des prix entre le devis et les métriques, etc. Enfin, donc, il y a moyen de mettre en place un certain nombre de choses pour accélérer le traitement de ces documents. Voilà. Et alors, du coup, quelques conseils pour comment passer à l'action. Alors, évidemment, il y a plein d'autres projets qu'on peut faire, hein. J'ai pris quelques exemples qui, moi, me parlaient. Mais donc, voilà, il y en a plein d'autres et on peut tout à fait trouver à en discuter. Comment passer à l'action? Quelques conseils. Alors, premièrement, souvent, dans un projet sur mesure, en tout cas, il y a vraiment plusieurs phases et c'est des phases qui sont de plus en plus longues et qui coûtent de plus en plus cher dans l'idée de valider que ça fonctionne avant de vous faire payer la solution complète. Donc, on commence par identifier l'opportunité et l'analyser. C'est basé sur quelles données, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le coût d'une erreur, c'est quoi le gain d'une automatisation réussie, avec quoi est-ce qu'on doit s'intégrer, quels utilisateurs devront l'utiliser, etc. Ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça et qu'on pense que ça vaut la peine, on fait une phase de test, on crée le petit cerveau en éprouvette complètement déconnecté sur des données pas théoriques, mais sur des données pas encore intégrées dans le système. Et donc, on va aller vérifier que les prédictions de l'IA, ce que l'IA dit, a du sens pour créer de la valeur. Si ça fonctionne, on va faire un petit démonstrateur qu'on va connecter à vos données et que vos équipes vont pouvoir utiliser pour essayer de pouvoir dire, tiens, oui, c'est vrai, ça fonctionne, mais j'aimerais que ce soit plus comme ça. Oui, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas comme je veux. Ah, mais là, ça ne fonctionne pas. Hein. Et donc, on peut itérer pour essayer de faire un système qui fonctionne vraiment bien. Et après ça, on va pouvoir le mettre en production à l'échelle et vraiment essayer d'aller chercher cette valeur. Tout ça, toutes ces phases sont découpées dans le but d'essayer de, si ça ne marche pas à la phase 1 ou à la phase 2, vous ne payez que ces phases-là et donc diminuer le risque. Voilà. Alors, quelques conseils au niveau du choix du projet. Moi, j'ai vu souvent, parfois, que c'est parfois compliqué de choisir entre plusieurs projets parce qu'il y a des projets qui sont visibles ou qui sont un peu impressionnants et flash et on a envie de les faire. Et puis, il y a d'autres projets derrière. Il y en a un projet qui est moins sexy mais qui crée vraiment de la valeur. Et donc, voilà. Moi, je pensais toujours de choisir le projet qui crée de la valeur. Et typiquement, souvent, les projets back-office qu'on ne voit pas beaucoup, ils ont plus de potentiel. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention à choisir un projet pas pour la visibilité, parce qu'on veut un projet qui fonctionne, et voilà. Ensuite, au niveau des capacités de la solution, il faut bien s'assurer qu'on aura cet apprentissage automatique, cette évolution avec les retours des gens, sinon les gens sont frustrés et n'utiliseront pas, et la transparence est même carrément aujourd'hui obligatoire, comme on va le voir juste plus bas. Mais ça permet aussi aux gens de comprendre ce qui se passe, et donc c'est aussi clé pour l'adoption. Du coup, ça veut dire qu'il faut choisir, avec un bon partenaire, vous serez aidé à choisir le bon projet et vous aurez une bonne qualité technique d'exécution, ce qui donc, à mon avis, est clé. Voilà. Et au niveau de l'AI Act, donc aujourd'hui, 2 grands points quand même. À partir du 2 février, les employeurs qui mettent à disposition des outils d'IA aux employés doivent veiller à ce que ces employés soient formés pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Et donc ça, c'est légal maintenant. Et alors, en plus, il y a certains systèmes, mais ça, évidemment, nous, en tant que prestataires, on le dit, et je pense que c'est le cas de tous les prestataires, c'est aussi dans leur intérêt, il y a des systèmes qui sont considérés inacceptables. Donc voilà, notation sociale, reconnaissance des émotions, etc. Machin. Tout ça, il y a des choses qui sont interdites et qui sont cadrées par les AI Act. Et à partir du 2 août, eh bien, en plus, si on utilise des modèles à usage général, c'est-à-dire des modèles de langage un peu type ChatGPT, eh bien, il y a les exigences de transparence et de respect des droits d'auteur aussi. Donc ça fait partie des choses que doit délivrer votre prestataire. Voilà. Et donc, dans tout ça, il y a des formations et des actions qui sont proposées par MobiWall. Et donc, je vais peut-être proposer à Yacine de toucher un petit mot à ce propos. Voilà, merci Arnaud pour ta présentation. Donc ici, c'était un webinaire qui avait pour objectif de vous informer et de vous donner des idées par rapport à tout ce qui est possible d'implémenter en termes d'IA. Comme l'a dit Arnaud, vous serez tenu via l'IA Act de devoir cadrer l'usage de l'IA au sein de vos entreprises. Donc, on organise déjà une première étape, c'est forcément la formation. Donc, nous, on organise avec nos collègues d'Mbuild une formation gratuite pour les entreprises sur la base nécessaire à l'usage de l'IA, une formation principalement dédiée au management et aux employés. Donc, cette formation permettra d'aborder les aspects pour bien comprendre les bases de l'IA générative, dont le fonctionnement des modèles IA, comme ChatGPT, qui est celui le plus communément connu de tous.
Le principe, comme je le disais, mais aussi ses limites, les bonnes pratiques et aussi rester critique vis-à-vis de l'interprétation de certains résultats. Dans les autres aspects qui seront abordés, un panorama de l'ensemble des applications IA disponibles sur le marché, donc sous la forme d'un toolbox. La notion de prompt efficace, qui est associée à un bon usage de l'IA. Des cas concrets de projets, notamment développés avec des sociétés comme Basics, Traxeo, des sociétés de construction et d'autres. Et alors, à la fin de cette journée de formation, un atelier qui est prévu pour brainstormer avec les participants sur un cas propre à votre entreprise ou à votre activité. Donc, dire que, pour conclure, que des premières dates sont déjà programmées à Liège et au Luxembourg. Ça suivra du côté des autres provinces, le Hainaut, Namur. Et on communique l'ensemble des détails et dates déjà dans la prochaine actu de la voirie. Ça avait déjà été le cas il y a 2 semaines. Et via LinkedIn pour tout ce qui est lien, inscription. Et donc, je rappelle que c'est une formation qui est gratuite pour les entreprises. Voilà, on a fait un tour d'horizon sur le sujet. C'est le moment maintenant des questions-réponses. Je regarde le chat. J'avais encore un tout petit point, Yacine, si tu permets, au niveau des outils financiers. Voilà, si vous êtes à Bruxelles ou en Wallonie, il existe des outils, des instruments financiers pour vous aider à lancer des projets IA. À Bruxelles, ça s'appelle Startia, et donc Startia, c'est l'identification de projet. C'est un projet à 10 000 € qui est subventionné jusqu'à 70% pour pouvoir justement faire de l'identification d'opportunités. Et ensuite, il y a les projets GenAI qui permettent d'arriver à soutenir la mise en œuvre d'un démonstrateur. Donc, c'est les étapes du coup 2 et 3. Le Startia, c'est l'étape 1 de ce que j'avais dit avant. Et donc, ça, il y a un certain nombre de budgets qu'on peut aller chercher pour pouvoir se lancer dans un premier projet. On peut vous accompagner dans cette procédure, évidemment. Et en Wallonie, ça existe aussi, c'est même eux qui l'ont créé au départ. Le Startia, c'est soutenu par l'Agence du numérique Digital Wallonia. C'est la même chose, identification d'opportunités IA, tremplin IA, mise en œuvre d'un démonstrateur. Sachant qu'en Wallonie, les enveloppes sont pour le moment vides. Donc voilà, mais ça existe et ça devrait être lancé, mais on attend les prochains appels, on espère, pour 2026. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé. Merci. Voilà, donc je ne vois aucune question dans le chat. Par contre, je vois des personnes connectées. Et, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question en direct. Ça veut peut-être dire que tout a été clair. N'hésitez pas, soyez pas timides. On est entre nous. Enfin, je ne vois pas de questions, donc je suppose. Yacine, moi, je vais juste peut-être en profiter. Oui, voilà. Je suis Johanna Schmidt, je travaille aussi pour Sagacify. Donc, au niveau des dates, il y a deux dates qui sont confirmées. Donc, à Liège, le 13 novembre et le 25 novembre à Verviers. Et j'en profite pour vous présenter un des formateurs qui est Romain Lambermont, qui est avec nous dans le call aujourd'hui. Comme ça, si les gens sont amenés à participer, ils savent mettre déjà un visage sur leur formateur. Donc, voilà. Bonjour tout le monde, en espérant vous rencontrer sur place pendant la formation. Merci. Super, juste vous rappeler qu'on fera une communication ici via la newsletter par rapport à ces formations, qu'elles sont gratuites pour nos affiliés, donc n'hésitez pas. C'est un sujet qui, depuis 1 an, on fait qu'en parler. Je crois que c'est important de bien maîtriser le sujet, ne serait-ce que pour être, comme l'a dit Arnaud ici, productif et suivre la tendance. Un outil qui ne remplacera pas l'humain, mais qui peut l'aider à optimiser son temps de travail. Voilà. Plus qu'à vous remercier les orateurs et vous, les participants, et au plaisir d'une prochaine rencontre.